Bonjour, aujourd'hui je vais te proposer une explication linéaire du postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Je vais clairement dépasser les 10 minutes réglementaires puisque l'idée ici c'est de te donner suffisamment d'éléments pour bien comprendre le texte afin de compléter tes explications linéaires sur ce texte-là, mais aussi pour que tu puisses utiliser ce texte comme un exemple pour ta dissertation sur Olympe de Gouges. Donc, je commence avec une introduction. La condition des femmes sous la Révolution ne s'améliore pas. Elles sont toujours mises à l'écart de la sphère publique et elles sont même cantonnées à la sphère domestique. C'est dans ce contexte-là qu'en 1591, Olympe de Gouges, pour défendre les droits des femmes, écrit un texte qui est un pastiche de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle y dénonce le pouvoir abusif des hommes et demande l'égalité des sexes devant la loi. Le postambule n'apparaît pas dans la déclaration de 1789, c'est un ajout d'Olympe de Gouges. Il prend la forme d'un pamphlet, c'est-à-dire un texte court et virulent qui s'attaque à une institution ou à une personne. Ici, l'autrice se libère donc de son modèle et adopte un ton plus personnel et éloquent pour défendre sa position. Et dans l'extrait qu'on va étudier, elle s'adresse d'abord aux femmes pour les inciter à se battre pour obtenir l'égalité des sexes. Et on essayera de répondre à la problématique suivante: comment Olympe de Gouges appelle-t-elle les femmes à prendre conscience de leurs conditions et à se battre pour obtenir leurs droits, des droits. Et j'ai découpé le texte en 3 mouvements, je crois. Oui, 3 mouvements. Donc le premier mouvement qui va de femme, réveille-toi jusqu'à quand cesserez-vous d'être aveugle. Donc ici, Olympe de Gouges fait un appel convaincant. Elle appelle les femmes en fait à prendre conscience de leur situation. Ensuite, un deuxième mouvement qui va de quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution jusqu'à tout auriez-vous à répondre. Donc dans ce deuxième mouvement, elle dénonce les injustices faites aux femmes. Et puis un troisième mouvement donc, qui va de s'il s'obstinait jusqu'à la fin, dans lequel elle appelle les femmes à agir collectivement pour obtenir leurs droits. Dans le premier mouvement, on va voir qu'elle appelle les femmes à prendre conscience de leur situation. Donc, Olympe de Gouges cherche à provoquer... Alors, tiens, mais non, je vais lire le texte d'abord. Tu vois, même moi j'oublie. D'ailleurs, ça c'est bon à retenir, si tu oublies de lire le texte et à un moment tu te rappelles qu'il faut que tu lises le texte, pas d'inquiétude. Tant que tu le lis à un moment ou à un autre, et de toute façon l'examinateur, examinatrice est censé te rappeler de le lire si jamais tu oublies. Puisque ça compte quand même 2 points sur 20, c'est pas rien. Et donc si tu oublies et que tu t'en rappelles au milieu de ton explication linéaire, juste attends la fin. Tu peux le faire à n'importe quel moment de l'introduction, mais si jamais tu as oublié, tu peux même commencer par ça si tu as peur d'oublier. Mais si tu as oublié, attends la fin d'avoir fait entièrement ton explication linéaire pour lire le texte, pour pas couper ton explication. Donc, femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa femme, envers sa compagne. Ô femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? Un mépris plus marqué? Un dédain plus signalé? Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc? La conviction des injustices de l'homme. La réclamation de votre patrimoine, fondée sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Le bon mot de législateur des noces de Cana?
Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent « Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ?» Tout, auriez-vous à répondre. S'ils s'obstinaient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. Déployez toute l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, nos serviles adorateurs rampant à nos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Donc, dans le premier mouvement, Olympe de Gouges cherche à provoquer une réaction chez ses lectrices. Le texte commence par « Femme, réveille-toi », donc par une apostrophe directe adressée aux femmes, avec l'utilisation de la deuxième personne du singulier, qui porte ici une généralisation. Le texte s'adresse à toutes les femmes, peu importe leur statut social. Il est suivi ici de l'impératif « réveille-toi ». Cela montre l'urgence de cette prise de conscience des femmes, de leurs conditions. Une urgence d'autant plus grande que les femmes, à cette époque-là, ne semblent... Enfin, toutes les femmes. La plupart des femmes ne semblent pas avoir encore pris conscience de leur situation. Et donc l'utilisation de la deuxième personne du singulier montre également ou produit également une proximité entre l'autrice et la lectrice, puisqu'elle cherche, Olympe de Gouges, cherche à créer un sentiment de communauté entre toutes les femmes, entre elles et les femmes, mais entre les femmes entre elles. Mais aussi elle cherche à créer un sentiment de familiarité entre elle et la lectrice pour toucher plus directement la lectrice. Elle reprend ensuite, donc Olympe de Gouges reprend ensuite les symboles de la Révolution pour montrer que son combat est la continuité logique de la Révolution. Donc ici, la métaphore du sommeil assimile la Révolution à un réveil brutal et salvateur, qui est porteur de transformation après l'Ancien Régime, qui est plutôt, lui, associé au sommeil et donc à l'obscurantisme, avec le tocsin de la raison ici, qui est une métaphore qui symbolise la Révolution. Le puissant empire de la nature aussi, c'est une image qui définit la Révolution. Flambeau de la vérité également. Pourquoi est-ce que la Révolution est associée à ces images métaphoriques, notamment du tocsin de la raison? C'est parce que le tocsin, c'est donc une cloche qui sert à sonner l'alarme, et la raison est une des valeurs clés de la Révolution et des philosophes des Lumières. L'hyperbole se fait entendre dans tout l'univers, surtout on entend avec le tout et l'hyperbole qui est compris par le nom univers, montre que la Révolution est une force de transformation qui doit concerner tout le monde, les femmes comme les hommes. Et elle reprend ici un impératif avec « reconnais des droits » qui est un appel aux femmes à reconnaître, à ce que les femmes elles-mêmes reconnaissent leurs propres droits pour mieux les revendiquer et les obtenir. Et l'expression « tes droits » montre bien ici que ce sont des droits qui lui sont dus et qu'on ne peut pas donc les lui enlever, les lui prendre, les lui confisquer. Olympe de Gouges met en scène le combat entre la Révolution et l'obscurantisme de l'Ancien Régime, notamment avec cette antithèse qu'on va retrouver deux fois dans les deux phrases suivantes, puisqu'elle oppose d'abord le puissant empire de la nature, qui symbolise donc la Révolution, avec l'Ancien Régime qui est repris par quatre termes ici: préjugés, fanatisme, superstition et mensonge. Pardon. Et puis, elle reprend aussi dans le deuxième terme l'opposition entre le sujet et les compléments du verbe, le flambeau de la vérité qui est ici à nouveau une périphrase pour parler de la Révolution qui s'oppose à deux attributs de l'Ancien Régime, la sottise et l'usurpation. L'utilisation du passé composé ici, donc a dissipé, n'est plus environné, et la négation partielle, ne plus,
montre que cette époque appartient au passé. Olympe de Gouges ici proclame le début d'une nouvelle ère qui doit être synonyme de revendications féminines, mais qui vont en fait compléter, continuer le travail de la Révolution. La référence à la raison, mais aussi à la vérité et à la nature montre qu'Olympe de Gouges insiste sur le discours des Lumières, qui a servi à légitimer le combat de la Révolution, puisque leur but était de combattre l'obscurantisme en privilégiant donc la réflexion et la raison. Et donc ici, elle dit que son combat est lui aussi contre l'obscurantisme et l'ignorance. Elle dénonce ensuite les injustices faites aux femmes dans la phrase suivante, quand elle dit « L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers ». Donc ici, elle utilise le champ lexical de l'esclavage pour montrer que l'homme a accédé à la liberté. Elle insiste sur l'effet que cette liberté a été obtenue grâce à l'aide des femmes, avec le pronom tienne, et par le nom sa compagne, donc montrant bien ici le rôle des femmes dans la Révolution, le rôle actif des femmes dans le processus de la Révolution. Et cela permet de mieux mettre en relief l'injustice qui est repris par l'adjectif injuste dans la phrase suivante. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa femme, puisque l'homme ici n'a aucune reconnaissance. Ici, on a l'impression qu'elle dit que l'homme n'a aucune reconnaissance, aucune gratitude envers la femme qui l'a aidé, qui l'a épaulé. En ne lui donnant donc pas accès à cette même liberté qu'il a obtenue grâce à elle. Ici, Olympe de Gouges vient alors s'exclamer de manière assez lyrique et tragique « Ô femmes, femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles ?» pour sortir donc les femmes de leur aveuglement. Le haut lyrique ici et l'exclamation témoignent d'une volonté d'émouvoir sa lectrice. Et on remarque aussi que le mot « femme » est passé du singulier au début du texte au pluriel. Et donc ici, pour donner un peu plus de force, pour montrer ici qu'il y a une entreprise de groupe à mener, collective à mener. Et puis on a aussi la répétition du mot « femme ». Donc ici, ça vient donner plus de force à son discours. Et vient bien montrer qu'elle parle à toutes les femmes. Cette question rhétorique, cela dit, sonne un peu comme une provocation. Elle accuse les femmes ici d'être, et d'ailleurs le vous, le fait qu'elle passe ici à la deuxième personne du pluriel, une sorte de distance, on n'est plus dans la proximité du tutoiement, mais dans une forme de distance prise par rapport à ces femmes qui restent dans l'ignorance alors qu'elle est dans l'éveil, elle a enfin compris, elle sait, elle connaît la situation des femmes. Et donc de cette ignorance que les femmes seraient en quelque sorte ici responsables de leur situation, puisque ici cette question-là fait penser que les femmes ont décidé de rester aveugles, de fermer les yeux plutôt que d'agir et de s'en rendre compte de leur situation. Passez maintenant au deuxième mouvement. Et Olympe de Gouges ici pousse les femmes à réfléchir à leurs conditions de vie. Donc, par déjà la question rhétorique, quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution ? C'est une question donc très concrète puisqu'elle pose la question des avantages pour les femmes, les avantages de la Révolution pour les femmes. Ce qui est intéressant, c'est que là, elle va utiliser un dispositif rhétorique qu'elle va beaucoup utiliser ensuite. À chaque fois, elle pose une question rhétorique à laquelle elle va répondre tout de suite, créant ainsi une sorte de dialogue fictif entre elle et sa lectrice, mais aussi ce dispositif va donner encore plus de force à ses réponses qui sont en plus souvent courtes et averbales. Alors ici par exemple, elle dit un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Donc ici la force de son discours est aussi présente grâce à la répétition de la même structure de phrase, au parallélisme de construction, avec ces deux items l'un après l'autre. Une sorte de rythme binaire ici qui les rend plus percutantes.
Et ici, elle insiste en fait sur les inconvénients de la Révolution pour les femmes, qui, de manière assez paradoxale, auraient apporté plus de mépris, plus d'inconvénients aux femmes que sous l'Ancien Régime. Elle fait donc une sorte de constat d'échec de la Révolution pour les femmes. Elle rappelle la condition des femmes sous l'Ancien Régime ensuite. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Donc ici, c'est intéressant puisqu'elle dit que les femmes, et d'ailleurs ça va être repris par le terme empire juste après, que les femmes avaient du pouvoir sous l'Ancien Régime, mais c'était un pouvoir de manipulation, un pouvoir en fait qui était lié à la séduction, comme elle le dira plus loin dans le postambule. Donc paradoxalement, cette situation pourrait paraître plus enviable pour les femmes sous l'Ancien Régime, puisque les femmes avaient alors du pouvoir sur les hommes, mais ce pouvoir est remis en question et puis il est même jugé comme condamnable par Olympe de Gouges, puisqu'il repose sur le vice. On le voit notamment avec le terme corruption, mais aussi avec le terme faiblesse des hommes. C'est-à-dire que les femmes ici n'avaient du pouvoir que parce qu'elles s'appuyer sur la corruption de l'Ancien Régime, sur les dysfonctionnements de l'Ancien Régime. Pour Olympe de Gouges, donc, la Révolution est incompatible avec toute corruption. S'il y a corruption, alors la Révolution serait un échec. Et donc, si bien que les femmes ne peuvent plus avoir ce même pouvoir sur les hommes, elles ne peuvent plus utiliser ces moyens passés et vicieux, et jugés vicieux par Olympe de Gouges. On le voit notamment avec le participe passé détruit, votre empire est détruit, qui a ici une valeur de résultat, elle insiste sur le résultat de la Révolution. La Révolution a défait le pouvoir des femmes sur les hommes, en donnant plus de force et plus de liberté aux hommes finalement. La question rhétorique qui suit, donc que vous reste-t-il donc, révèle la bassesse de la condition des femmes. L'utilisation ici du présent de l'indicatif, que vous reste-t-il donc, montre qu'il s'agit d'une situation bien actuelle et urgente. C'est-à-dire qu'ici, il faut trouver une solution. La réponse qu'elle donne, donc à nouveau ce procédé de question rhétorique suivi d'une réponse, la conviction des injustices de l'homme, dénonce la responsabilité des hommes dans la condition actuelle des femmes. Ce n'est pas seulement la responsabilité des femmes qui auraient perdu tout pouvoir et qui ne s'en rendraient pas compte, mais bien aussi la responsabilité des hommes qui seraient injustes envers les femmes. Donc là, elle reprend cette idée d'injustice qu'elle avait énoncée déjà plus haut. Et donc c'est une invitation finalement, ce jeu de questions-réponses, à partir de ce constat pour lutter pour des droits. Ce constat doit amener les femmes à revendiquer ce qui leur revient, la réclamation de votre patrimoine. Ici, donc, on a bien le terme réclamation qui invite les femmes à se battre activement, à demander leurs droits. Et puis le terme patrimoine, qui est aussi un terme très important, qui a à comprendre ici plutôt du sens de non pas pécunier, mais plutôt dans ce qui revient à une personne, bien que ce qui nous revient de droit, bien que la question économique soit aussi très importante pour Olympe de Gouges dans sa bataille pour l'émancipation des femmes. Elle rappelle à ce moment-là que les droits sont naturels, et ça c'est très important pour la Révolution. La Révolution se fonde, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen se fonde sur cette idée que les droits, l'égalité en droit, sont donnés en fait par la nature. Ici, elle reprend donc cette idée de sage, donc cette idée de sagesse qui s'opposerait donc à l'ignorance de la société corrompue, car agissant contre la nature. Et donc il s'agit ici d'un argument d'autorité utilisé par les Lumières. Il faut donner ces droits aux femmes puisque c'est la nature qui le demande, qui l'exige. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Donc ici, l'autrice souhaite rassurer les femmes dans leur entreprise. Donc la question rhétorique ici semble faire entendre les réticences possibles des lectrices. Elle insiste toutefois sur le bien fondé de ce combat avec l'expression méliorative « une si belle entreprise ». On voit ici qu'en plus elle est assez hyperbolique, notamment avec l'adverbe intensif « si ». Et puis la réponse qu'elle donne, donc on a à nouveau ce dispositif question-réponse, qui est d'ailleurs réponse qui est formulée sous la forme d'une question. Donc ici on peut entendre un peu un ton ironique, un peu un ton moqueur, le bon mot du législateur des noces de Cana, comme si elle
elle remettait en question le fait qu'on puisse avoir peur de cette remontrance, de redouter cette chose-là. Alors qu'est-ce que c'est cette chose? Ici en fait, on entend d'ailleurs le ton, pardon, je vais juste reprendre sur le ton ironique, on entend le ton ironique de Lampe de Gouges aussi avec l'expression bon mot, hein, qui est comme si c'était juste un trait d'esprit, alors qu'en fait ici, elle fait référence à un passage de la Bible, donc elle rabaisse un passage de la Bible à une sorte de trait d'esprit, une bonne blague si j'ose dire. Et donc c'est quoi cet épisode biblique? Donc c'est l'épisode biblique des noces de Cana, dans laquelle, en fait quand elle parle de législateur des noces de Cana, le fait qu'elle utilise législateur, en fait ici elle fait référence à l'Assemblée nationale, et elle rapproche les hommes qui siègent à l'Assemblée nationale au législateur des noces de Cana, qui est qui? Eh bien, qui est en fait Jésus-Christ. Donc là, déjà, il y a quelque chose d'assez provocateur dans le fait de, par le terme législateur, de renvoyer les hommes de l'Assemblée nationale à la religion catholique et à Jésus-Christ, puisque, comme tu le sais peut-être, les révolutionnaires étaient assez anticléricaux. Donc ici, elle fait référence aux noces de Cana, dans lesquelles, en fait, le Christ, enfin Jésus, aurait dit « Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi ?» Alors, plus ou moins. Et en fait, cette question-là a été utilisée par l'Église catholique pour justifier l'infériorité des âmes et des femmes et l'inégalité entre les sexes, puisque Jésus aurait voulu dire par cette... Mais ça, c'est toujours la question, c'est parce que dans la religion, on a toujours le texte sacré, puis après le texte sacré, il faut l'interpréter. Et l'une des interprétations qui a été faite de ce passage, c'est de dire qu'ici, Jésus était en train de dire qu'il n'y a rien de commun entre un homme, entre lui et une femme, et que donc les hommes sont supérieurs aux femmes. Et donc ce passage-là a été souvent utilisé pour justifier l'inégalité entre les sexes. Sauf que la Révolution a pour but de lutter contre l'obscurantisme propagé par l'Église catholique et sur laquelle en fait reposait sous l'Ancien Régime la monarchie absolue de droit divin. Et donc la Révolution a remis en question les préceptes de l'Église catholique. Et donc ici, en mettant en parallèle le législateur français et la parole du Christ, Olympe de Gouges, elle suggère que les nouvelles institutions reproduisent une oppression qu'elles cherchent pourtant à combattre par ailleurs. Et donc ici, par ce parallèle, Olympe de Gouges, elle cherche bien à provoquer son lecteur et à faire en sorte qu'il s'indigne, en lui reprochant de perpétuer une morale chrétienne qu'il veut pourtant combattre, puisque ici, elle s'adresse aussi aux révolutionnaires qui siègent à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, elle rappelle cette démarche de la Révolution en disant qu'il n'est plus de saison, c'est-à-dire que c'est une parole qui n'a plus lieu d'être, qui appartient au passé, puisque la Révolution serait un nouveau printemps, une nouvelle saison pour l'humanité. Et puis, plus loin, elle dit à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes. Donc là, elle dit bien que ce serait de perpétrer cette idée des femmes, cette infériorité des femmes dans les discours, ce serait continuer quelque chose qui pourtant irait contre leurs principes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, elle va donc répondre à cette crainte que pourraient avoir les femmes, puisqu'elle va dire « Tout auriez-vous à répondre ?» Ici, donc, Olympe de Gouges répond à la question tirée de la Bible par une réponse très brève et constituée d'un seul mot, qui est « tout », qui est placé en plus en tête de la phrase, donc qui est vraiment mis en relief. Et elle revendique donc que les femmes et les hommes, malgré une différence sexuelle, ont bien plus en commun. Et c'est parce qu'ils ont en commun qu'on doit justifier l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est sur ça que s'appuie la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est au lieu d'appuyer les droits et les privilèges par rapport aux différences entre les personnes, c'est d'appuyer les droits et les devoirs sur ce qui rapproche les gens, enfin ce qu'il y a de commun entre les personnes.
Donc là, elle suggère de faire la même chose avec les femmes. Je vais passer maintenant à mon troisième mouvement dans lequel donc, elle appelle les femmes à agir collectivement. Et donc déjà, elle dénonce la position des hommes. Elle la qualifie de faiblesse et d'inconséquence. Elle leur donne donc des attributs qu'elle avait déjà donnés à l'Ancien Régime, et donc des attributs qui sont opposés aux idéaux de la Révolution. Comme elle le fait remarquer elle-même, comme je l'ai dit juste avant, quand elle dit en contradiction avec leurs principes. Et donc par là même, elle se positionne comme une sorte de meilleure détentrice et héritière des principes des Lumières, et place donc ainsi son combat du côté de la force et de l'intelligence, contrairement à la position des révolutionnaires qui siègent à l'Assemblée nationale. Elle va ensuite donner des conseils aux femmes, en utilisant 3 fois la même construction de phrase qui commence d'abord par un impératif et qui est suivi ensuite d'une suite, et il y en a 3 comme ça, opposez, réunissez-vous, déployez. Donc ici, donc une anaphore de verbe à l'impératif qui commence chaque nouvelle proposition juxtaposée. Et ces verbes sont des verbes d'action qui décrivent des actes de lutte que les femmes doivent mener. Elles doivent se confronter aux hommes collectivement en faisant montre d'une grande volonté. Elles doivent d'abord s'opposer aux hommes, mais surtout se réunir et déployer toute leur force. L'idée de lutte ici est renforcée par le champ lexical de la guerre. On a d'abord le mot force, ensuite on a le terme étendard, et ensuite on a même le terme énergie, et on a aussi le terme déployer. On déploie quoi? On déploie des troupes normalement. Et donc ici les femmes apparaissent comme des combattantes. Elles donnent aux femmes donc des attributs traditionnellement masculins, définissant la virilité, comme le courage, quand elle dit courageusement, la force, la philosophie, et donc la raison, et l'énergie de caractère. Elle utilise les symboles de la révolution et des Lumières pour les attribuer à la lutte féminine, et c'est ainsi qu'elle légitime cette lutte. Ces éléments de la révolution et des Lumières, c'est la force de la raison, les étendards de la philosophie. Et donc, cela permet d'assimiler une nouvelle fois encore l'opposition entre les femmes, enfin, le combat des femmes au conflit, le combat des femmes contre les hommes au conflit de la tyrannie contre la raison menée par la Révolution. Elle le dit ensuite dans un dernier élément, que ce combat salutaire, donc salvateur, doit permettre une transformation de l'organisation sociale. Et vous verrez bientôt ces orgueilleux, nos serviles adorateurs, rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Donc ici, cette transformation attendue, résultat de cette lutte, est annoncée par le futur simple. Et vous verrez de l'indicatif qui a fait valeur de ce qui va vraiment avoir lieu dans un avenir très prochain. Cette transformation, elle est d'autant plus éminente qu'on a l'adverbe bientôt, et vous verrez bientôt. Cette transformation, elle s'opère d'abord sur les hommes qui passent d'orgueilleux à serviles adorateurs, c'est-à-dire des esclaves, mais non pas par la force, mais par l'admiration, puisque c'est des serviles adorateurs. Donc le terme ici, adorateur, parle de cette admiration, c'est parce que ils vont admirer le courage des femmes, qu'ils vont devenir leurs serviteurs. Donc ici, elle propose un renversement complet des rapports de pouvoir, mais aussi une finalité plus heureuse même pour les hommes, puisqu'elle laisse entrevoir une sorte d'utopie où les hommes et les femmes partageraient tout. On est fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Et donc ici, elle annonce une vision très optimiste de l'avenir, qui est transmise par la métaphore des trésors de l'être suprême, qui suggère une sorte de monde abondant à venir. Elle insiste aussi sur le fait que, à la toute fin du texte, quelles que soient les barrières que l'on vous oppose,
il est en votre pouvoir de les affranchir, vous n'avez qu'à le vouloir. Elle insiste sur le fait que l'égalité des sexes est entre les mains des femmes, que leur avenir est entre leurs mains. Ici, avec le « il est en votre pouvoir » et le déterminement « votre » surtout, elle montre que les femmes sont responsables de leur avenir et surtout qu'elles ont la capacité d'obtenir leur revendication, puisque ici elle oppose pouvoir et vouloir. Hein. Il est en votre pouvoir de l'affranchir, vous n'avez qu'à le vouloir. Donc elle insiste sur la question de la volonté par la négation restrictive, hein, vous n'avez qu'à le vouloir. Les changements sont possibles, mais ils reposent entièrement sur l'investissement des femmes. Et cette dernière phrase, elle sonne un peu comme une exhortation, presque comme une accusation finalement, puisque si la situation ne s'est pas encore transformée, si la situation ne s'est pas encore améliorée pour les femmes, ce serait alors à cause d'un manque de volonté des femmes. En effet, les femmes ne sont pas, et ça c'est un fait, hein, ne sont pas encore massivement mobilisées à cette époque, et encore moins les lectrices potentielles de l'arme de gauche, qui sont souvent d'un milieu plutôt bourgeois et aristocratique, et du coup qui sont moins dans une lutte puisqu'elles sont finalement assez privilégiées dans leur statut de femme à cette époque. Donc elles ont moins besoin de ces droits. Voilà, donc c'est fait pour l'explication linéaire sur le postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. J'espère que cela t'aura servi. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu en as, je serai très contente d'y répondre. Et puis il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon courage et bonne chance pour le bac.